Nous voulons remplacer ceux qui font uniquement pour eux. Et c'est ensemble que nous pourrons le faire, je n'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Mais encore une fois, ce sera très, très, très difficile. Mais nous allons y arriver parce que nous avons non seulement de bonnes intentions, mais nous sommes animés d'un courage à toute épreuve. Quand quelqu'un comme nous laisse tout ce qu'il a, tout ce qu'il a, comme j'ai dit à mes enfants, pendant 45 ans, je me suis occupé de vous. Laissez-moi pendant 5 ans m'occuper des autres. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Et je compte sur vous. Parce que les autres, c'est vous, mais c'est encore plus vos enfants, et peut-être pour certains, vos petits-enfants. L'importance de la diaspora est capitale. Elle est capitale, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est connu, souvent, ce n'est pas toujours le cas, on s'exporte parce qu'on veut une vie meilleure. On veut de meilleures conditions de vie pour soi-même et surtout pour ses enfants. Il se trouve que par extraordinaire, notre pays, dans quelques années, doit pouvoir donner ce plus-là à ses enfants, à ses propres enfants. Donc, vos enfants. Donc, il est bon que dès à présent, nous commencions, nous, à préparer le retour de nos enfants. Parce que dans quelques années, je l'ai dit sous forme de boutade, mais c'est réel. Le flux va aller dans l'autre sens. C'est les gens d'ici qui voudront venir chez nous. Je répète, c'est les gens d'ici qui voudront venir chez nous. On l'a vu en Angola, il y a une dizaine d'années. C'est le reflux. C'est les Portugais qui faisaient des files d'attente pendant 6 mois pour trouver un visa pour aller en Angola. Il se passera la même chose pour le Sénégal dans quelques années. Si, et seulement si, nous savons négocier ce virage-là qui sera capital pour nous, pour nos enfants, pour notre pays. Mais quand on aborde un virage, on veut le donner, on laisse le volant à des gens compétents qui peuvent négocier le virage. Le virage, il est important, vous le donnez à des gens qui peuvent le négocier. Je ne parle pas de ma modeste personne. Je vous dis simplement, quand vous donnez le volant à un virage dangereux, vous le donnez à quelqu'un qui a une petite expérience des virages. Celui qui attend le Sénégal est un virage dangereux. Parce qu'il va déterminer si nous allons changer la donne et mettre notre pays sur les rails du développement ou si nous allons le laisser aux politiciens de la politique politicienne qui ne sont là que pour eux, leur famille, leurs poches, leurs intérêts. C'est ça la différence. Et je disais aux gens, l'autre jour dans une émission, devant l'urne, réfléchissez. Est-ce que c'est parce qu'on vous a donné 50 000, 100 000, même 1 million que vous allez mettre en péril l'avenir de vos enfants parce que vous savez que les gens qui vous ont donné cet argent-là, ils l'ont volé. Ce n'est pas leur argent. Vous allez l'accepter, c'est votre argent. Et ils veulent continuer à faire de vous des gens qui vont tendre la main. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Encore une fois, excusez-moi d'insister là-dessus. Les enjeux sont extraordinaires. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qu'il y a comme ressources au Sénégal. Vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. C'est la plus importante découverte de réserve de gaz au monde depuis 20 ans.
les chiffres que les politiciens vous donnent là sont faux. C'est de faux chiffres. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour savoir. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour savoir. Et quand je dis beaucoup de choses que vous pourrez vérifier. J'étais à Genève il y a 6 mois pour voir les plus grands avocats dans le domaine pétrolier. Parce que oui, il faudra revoir tous ces contrats-là qui ont été signés à la va-vite, dans lesquels vos intérêts ne sont pas sauvegardés. C'est les intérêts des multinationales qui sont sauvegardés. Pourquoi? Parce que bon, ils savent comment faire sauvegarder leurs intérêts. Et demain, quand on n'aura pas les avocats qu'il faudra, parce que c'est très compliqué et c'est très complexe. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Kumba Resources. Nous avons été condamnés à plus de 70 milliards. Mais ils ne savent pas négocier. Et pourtant, dans cette affaire précise, parce que Kumba, c'est moi qui les ai amenés au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle un track record. Ça veut dire que vous pouvez vérifier tout ce qu'on a fait. Y compris avec moi, pendant 12 ans, vous pouvez vérifier. Qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon-là qui nous parle aujourd'hui et qui va être président? Il a été avec moi pendant 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Posez-moi la question, je vous dirai ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous donnerai un exemple de négociation que j'ai écrit dans mon livre. Personne ne l'a démenti. Quand on parle de l'affaire du zircon, prenez ça comme exemple. Je le dis partout, personne ne l'a jamais démenti. Wad est venu me dire, Pierre, là où on voulait faire la ville nouvelle, il y a des gens qui font du zircon. Je lui dis, c'est quoi le zircon? Il m'explique. Il me dit, est-ce qu'on peut bouger la ville de 10 km avant ou devant ou derrière pour qu'on puisse les laisser Je lui dis, oui, monsieur le président, mais qu'est-ce qu'il donne au Sénégal? Il me dit, oui, le ministre des Mines a signé un contrat de 80 millions de dollars. Donc, bon, on ne va pas perdre ça. Je dis 80 millions de dollars pendant combien d'années? Il dit 50 ans. Je dis c'est des broutilles. Il dit quoi? Je dis c'est des broutilles. J'ai pris mon argent. Parce que ce que les gens ne savent pas, Souad, on n'a pas payé un franc. Même mon essence, c'est moi qui paye. Quand je voyage, je paye mon voyage. Pardon? Tu peux le certifier, j'étais là. Oui, tu étais là. Merci. J'ai payé mon billet. Je suis allé à Brisbane. Entre-temps, j'ai demandé qu'on bloque le projet de zircon. Je voulais d'abord m'assurer qu'une fois qu'ils ont fini l'exploitation, le terrain est remis dans des conditions normales. Je me suis rendu compte sur place qu'ils faisaient même mieux que ce qu'il y avait avant. Parce qu'ils font des pépinières, ensuite ils font des restructurations de la zone. Ils y ont par exemple édifié un immeuble de 102 niveaux. Quand j'ai été rassuré sur le plan de l'environnement, j'ai appelé le président. J'ai dit, monsieur le président, c'est des gens sérieux. Je pense que nous pouvons continuer avec eux. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, mais j'ai pas fini. Il dit, oui. Je dis, moi, les 80 millions de dollars qu'ils donnent, c'est des broutilles. Ah bon? Je dis, oui, monsieur le président. Je veux votre autorisation pour renégocier. Il me dit, vas-y. Tu leur demandes combien? Je dis 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Ils ont donné 80 millions, je dis ça suffit pas. J'ai négocié seul, sans conseiller, par conviction et par honnêteté. Je leur ai dit, je veux 1 milliard de dollars. Ils m'ont dit, vous savez que c'est pas possible. Bon, on vous a donné 80 millions, si vous aviez dit 200 millions, en 1 minute. On aurait pu accepter. J'ai dit non, 1 milliard, c'est 1 milliard. On dit on vous donne 400 millions, après on se voit. J'ai dit vous ne me verrez pas. Chez moi, ça ne se négocie pas comme ça. Je veux 1 milliard pour mon pays, faites les calculs,
voilà mon mail, je vais aux États-Unis voir mes enfants qui sont à l'université. Il y a 10 ans de ça. Quand vous aurez fini, vous me dites. Ils m'ont envoyé un mail à 650 millions. J'ai dit non, ce n'est pas 1 milliard de dollars. On a négocié encore 10 jours. 1 milliard 157 millions de dollars, c'est le même ministre qui a signé l'avenant devant moi un mois après. Alors, il se passe la même chose actuellement sur le pétrole. Vous savez, quand les gens entendent parler de... On vous dit, oui, voilà, il y a 3, 4, 5, 10, 20 milliards de dollars. Ils deviennent fous, 20 milliards de dollars. Alors qu'on doit être peut-être à 1000 milliards de dollars. C'est ça les enjeux. C'est ça les enjeux. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais c'est en centaines de milliards de dollars. En tout cas, au moins ça. Quand vous avez ça, vous donnez ça à des gens qui ont de l'expertise et qui sont honnêtes, qui ne vont pas le prendre pour eux et qui savent comment négocier les affaires. Vous pouvez être des lanceurs d'alerte, lancez toutes les alertes que vous voulez. C'est normal. Il faut d'abord ça. Il faut aller au-delà des alertes. Utiliser les alertes les uns et les autres et savoir ce qu'on doit faire pour construire l'avenir. C'est ça qui est important. Nous sommes dans une phase où nous devons construire l'avenir du Sénégal. Alors, à vous de choisir. Vous prenez des gens qui feront comme chez Hugo Chavez. Aujourd'hui, les gens fuient le pays alors qu'ils regorgent de ressources parce qu'il n'y a pas de bonne gestion. Ou vous faites comme les pays nordiques, où ça va très bien. Vous avez des exemples de très bonne gouvernance du pétrole. C'est ces exemples-là qu'il faut prendre. Vous avez vu dans le film tout à l'heure, parce que dans toutes les réunions qu'ils font, on va se concerter sur le pétrole, ils ont tout signé, ils vont se concerter sur quoi? Et c'est là où nous leur disons, nous, la concertation, là, ça ne nous intéresse pas. Parce que d'abord, le basic, vous l'avez raté. Et quand je dis le pétrole, ce n'est pas l'essence. L'essence, c'est 26%. Peut-être 28%. Pardon, 46%. C'est 46%. Mais si vous prenez les 2%, comme je vous l'ai indiqué, les dérivés du pétrole, dans cette salle-là, peut-être 60% de ce que nous avons, peut-être 40%, au moins la moitié, c'est du pétrole. Et quand je dis que nous allons construire Petropolis et que nous allons créer 1 million d'emplois, je ne le dis pas comme ça. Je ne le dis pas comme ça parce que, non, il y a des calculs qui ont été faits. Il y a des calculs, il y a des schémas. Quand vous prenez le document qu'on vous a donné, si vous regardez la dernière page, il y a une tour de 54 étages que je dois faire en Inde. J'ai négocié avec les Indiens pour qu'on fasse cette tour-là. Chaque niveau, c'est un État africain. Le gouvernement indien va nous construire ça pour l'Afrique, mais mieux. Et c'est là où je vous parle des solutions. En Inde, ils ont plus de 50 millions de PME, les petites et moyennes entreprises. Plus de 50 millions d'entreprises. J'ai créé, il y a une dizaine d'années, un peu plus, avec un ami indien, ce qu'on appelle la India Africa Economic Foundation. Les Indiens sont prêts.
j'ai la lettre officielle, après avoir construit cet immeuble-là, à nous donner une première ligne de crédit de 10 milliards de dollars pour que nous puissions faire les transferts de technologie. Pour ne pas faire comme mes amis chinois, j'ai mon bureau en Chine. Je sais comment ils opèrent. C'est moi qui ai amené Wad à reconnaître la Chine. Dans l'avion d'ailleurs, mon voisin, en venant de Pékin il y a 2 jours, c'était leur ambassadeur ici, qui me connaît très bien, parce qu'il sait ce que j'ai fait. J'ai rien contre les Chinois. Je leur ai dit, mes amis chinois, si vous continuez comme ça, vous allez partir de l'Afrique en courant. Faites du transfert de technologie. Venez avec nous pour que nous créions des entreprises chez nous avec votre expertise. Et bien sûr, votre ligne de crédit, parce que vous avez intérêt à venir. Alors avec les Indiens, c'est ce sur quoi je travaille. Une première ligne autorisée de 10 milliards de dollars pour faire des transferts de technologie. C'est à partir de ces transferts de technologie que vous allez bâtir une nouvelle société. C'est ça qui est important. Et nous savons comment faire pour prendre l'argent. C'est nous qui avons créé le Team 9. Les Indiens nous ont mis 1,5 milliard de dollars. Vérifiable. On n'en parle pas parce que, bon, c'est pas la peine. Ceux qui doivent savoir savent. Mais parfois, il faut le dire, que les gens comprennent ce que vous faites. Parfois, il faut que les gens comprennent, qu'ils sachent que vous n'êtes pas en train de vendre des chimères. Non.